Bonsoir, bienvenue au Méliès. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est un signe positif ou pas. Il se trouve que toutes les lampes de la scène sont rendues là. Je ne sais pas, j'y vois quelque chose comme peut-être une manière de vous plonger dans l'obscurité d'un film que vous allez découvrir dans quelques instants, qui vous sera présenté par Pierre-Jean Delvolvé, qui est critique de cinéma et réalisateur, et à qui nous avons confié la tâche pas si aisée d'animer une rencontre avec deux comédiens, pas n'importe lesquels. Il vous les présentera également, Friedel et Sandra Hüller. Qui est à l'affiche de deux films en ce moment au Méliès, puisque nous rediffusons Anatomie d'une chute dans le cadre du Festival Télérama. Festival Télérama, grâce à qui nous avons ce soir en avant-première la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Moi, je voulais, au nom de l'équipe du Méliès, vous remercier chaleureusement parce que c'est un démarrage canon cette année 2024. C'est la 5e salle complète depuis le début de l'année, donc on a fait des complets pour des films extrêmement variés. En plus, il y a eu Jeunesse de Wang Bing, ensuite Un silence de Joachim Lafosse, en présence des équipes à chaque fois, Vermine, un film d'horreur qui est toujours à l'affiche et qui nous plaît beaucoup, Le dernier des Juifs qui sortira mercredi prochain, et donc le 5e ce soir avec la zone d'intérêt. C'est stupéfiant. Merci beaucoup pour la lumière. Et là, on a deux éclairages, ça devrait suffire pour cette présentation et aussi pour le débat. Voilà, donc un grand merci, et Pierre-Jean, je te laisse présenter l'œuvre de Glazer, Hüller, Friedel et les hommes. Merci Victor, bonsoir à toutes et à tous. Je suis tout à fait rassuré de voir ces projecteurs qui m'empêchent de voir vos visages. Ça va un peu moins m'intimider. D'habitude, quand je viens présenter des films ici, je suis dans une toute petite salle à présenter des films de genre inconnus. Je dois dire que ça change un peu, à la fois dans le genre du film et la taille de l'assemblée. Je vais essayer de ne pas trop en dire sur la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai eu la chance, je crois que Victor a aussi, de découvrir le film au dernier festival de Cannes. Et à Cannes, on avait été tout à fait préservé d'à peu près quoi que ce soit sur le film. On avait ce qu'on appelle une logline, 3 lignes, et une capture d'écran qui n'était pas celle-ci, qui montrait une famille au bord d'un lac en train de pique-niquer. Et je pense que l'émotion très forte que le film a générée sur moi était beaucoup liée à cette absence d'idées préconçues du film, même si je connaissais déjà très bien le travail de Jonathan Glazer. Donc voilà, je vais essayer de garder à peu près cette page blanche pour vous, tout en vous donnant simplement quelques clés de visionnage qui me semblent intéressantes et qui, j'espère, pourront prolonger la réflexion à la suite de la projection. Il se trouve que j'ai écrit un texte sur le film, je me fais un peu de pub, sur un site qui s'appelle C'est pas genre, si vous voulez le lire après pour prolonger. Alors, pour vous dire quand même quelques mots sur ce film, cette notion de page blanche, elle me semble intéressante, notamment parce que le film m'a très vite fait penser à un texte que vous connaissez peut-être et à un film aussi que vous connaissez sûrement. Le fils de Saul de l'astronomie Metz, quand il était sorti, avait été accompagné d'un texte d'un philosophe qui s'appelle Georges Huberman, qui avait écrit un tout petit livre qui était en fait un article allongé qui avait été publié aux éditions de Minuit, très beau, qui s'appelait Sortir du noir, où en fait il disait que ce film, Le fils de Saul, qui était une plongée déjà dans un camp de la mort, dans un camp d'extermination, lui avait permis d'une certaine manière d'enfin clore ce débat autour de l'irreprésentable, de l'impossibilité de représenter l'horreur des camps d'extermination, qui est évidemment un débat qui agite brûlamment l'histoire du cinéma depuis l'après-guerre. Et en fait, ce qui est très fort dans le film, c'est que c'est pas tant l'idée d'une page blanche est un peu contradictoire avec la première image que vous allez voir, celle-ci je ne la déflore pas parce que c'est la première image, qui est un écran noir très long, de plus de 3 minutes. Et tout de suite, j'ai eu le sentiment que Glazer, au fond, proposait un peu il n'a peut-être pas lu le texte de Huberman, d'une certaine manière de revenir au noir. Et alors, quel est ce noir, quel est ce trou noir de l'histoire, cette tâche, en fait, qui a durablement marqué à la fois l'histoire de l'humanité et l'histoire du cinéma, l'histoire des formes. Et Glazer,
au fond, a voulu vous replonger, d'abord en tant que spectateur, dans une espèce d'expérience absolument neuve, qui commence donc par cet écran noir comme pour vous interroger tout de suite sur ce que vous n'allez pas voir dans le film, et ce que vous allez notamment entendre. Alors, pour juste vous dire un peu l'idée de l'émotion qui pourra vous traverser quand vous allez sortir de la salle, moi, quand je suis sorti la première fois du film, j'ai vraiment eu le sentiment, et je n'utilise pas ce cinéaste par hasard, j'ai comme eu l'impression d'avoir vu un film de Stanley Kubrick dont j'aurais jamais rien su, et qui m'arriverait comme ça, sous les yeux, totalement vierge de tout préconçu. C'est-à-dire que c'est à la fois un film, comme les films de Kubrick d'une certaine manière, qui prolonge toute une série de questionnements de l'histoire du cinéma. Et donc là, évidemment, la question de représenter ou de ne pas représenter, de ne pas reconstituer les camps nazis. Donc qui prolonge toute une série de réflexions. Je citais Didier Berman, évidemment, on pense à Claude Lanzmann et à bien d'autres penseurs et cinéastes. Évidemment, ça a imprégné la pensée de Jean-Luc Godard aussi. Et en même temps, la force de ce film, comme de beaucoup de films de Kubrick, c'est d'avoir le sentiment d'assister à un authentique prototype. C'est-à-dire que le film que vous allez voir, a priori, vous n'en aurez jamais vu, c'est un peu un argument critique basique, mais vous n'en aurez jamais vu comme celui-là. Alors, la singularité du film, elle est liée à trois choses. Et c'est uniquement entre ces trois choses que je voudrais vous sensibiliser. Bon, d'abord, c'est l'adaptation d'un livre, vous l'avez peut-être déjà lu, un livre du romancier anglais Martin Amis. Il n'y a pas grand-chose à en dire dans la comparaison, on en parlera peut-être avec les comédiens tout à l'heure, parce que les livres et le film sont très différents. Le livre de Amis, c'était vraiment une fiction, il prenait le parti d'inventer un commandant imaginaire pour pouvoir parler de cette histoire, tandis que Glazer, lui, a choisi de parler du vrai commandant Rudolf Höss, donc ça vous devez le savoir, qui est le commandant d'Auschwitz, et de placer sa caméra, c'est en lisant le livre de Amis qu'il a eu l'idée de cette focalisation, de placer sa caméra dans la maison de Rudolf Höss et de sa famille, qui était exactement mitoyenne au camp. C'est-à-dire qu'entre leur maison et le camp, il n'y avait qu'un mur fleuri. Et vous allez voir, les fleurs ont une place très importante et très dure dans le film. Alors, le choix de cette focalisation, il est fort à plus d'un titre. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du dispositif formel du film, qui est très important, mais il faut en garder pour tout à l'heure. Mais je voudrais juste dire une chose là-dessus. L'idée que le film va donc vous représenter le quotidien de ces personnes à côté du camp. Et la force de Glazer, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de ses films, malgré que ce soit un cinéaste très rare, puisqu'il n'a fait que 4 longs-métrages jusqu'ici, donc avec en plus le dernier date de quasiment 10 ans maintenant, même 10 ans. C'est d'à la fois prendre du côté de ce que le cinéma peut avoir de plus proche du réel, et là je vous expliquerai pourquoi, je vous donne juste cette idée, et en même temps de ne jamais refuser ses moyens les plus abstraits. D'à la fois vous confronter à la captation d'un réel, et en même temps de voir comment ce réel peut être en permanence sublimé, même si ce n'est pas le mot, par des moyens d'expression qui sont propres au cinéma. Et vraiment, le film atteint par moments des choses de l'ordre qui nous remontrent toute la puissance de l'art cinématographique en tant que tel, à la fois de ce qu'on peut faire avec l'image et le son. Et ça, vous allez voir à quel point vous allez être invité à écouter tout ça. Alors la toute dernière chose, je finis là-dessus. Glazer dit un truc très fort sur le film, et je pense que ça vaut le coup de le savoir avant. Il dit qu'il n'a pas voulu faire un film historique avec la distance de sécurité de l'histoire d'une certaine manière, avec ce côté on regarde du passé et donc nous ne sommes pas forcément interrogés sur notre présent. Il a dit vouloir faire un film sur cette question historique au présent. Et le film, par le biais de tout un tas de dispositifs formels que vous allez voir, vous pose la question de ce qu'on peut appeler la dissonance cognitive au fond. Que se passe-t-il pendant qu'on voit pour ces personnes à l'écran leurs petites tâches quotidiennes? Que se passe-t-il autour d'eux qu'ils ne voient pas, qu'ils refusent de voir, qu'ils refusent d'entendre? Et cet appel-là, cette question-là, je pense qu'elle nous est posée aussi à nous, spectateurs. Que se passe-t-il autour de nous que nous ne voulons
avoir, que nous ne voulons pas entendre, alors que nous sommes dans une salle de cinéma ou que nous sommes en train de nous occuper de notre quotidien. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne projection. J'espère que vous serez aussi émus que moi. J'ai vu le film déjà 5 fois pour vous dire, donc j'espère que vous aurez l'occasion de le revoir d'ici là. Et on aura l'occasion de prolonger la discussion donc, avec Sandra Hüller et Friedel. Je ne les ai pas présentés, voilà, mais on aura l'occasion de le faire tout à l'heure. Et vous verrez, leur travail est extrêmement singulier, et ça, pour le coup, je peux le laisser totalement vierge de tout commentaire. Voilà, bonne projection, merci. Bonsoir, merci d'accueillir l'actrice Sandra Hüller. Juste un tout petit mot, on commence pour remercier Philippe pour la présence ici. Oui, alors, pardon, on m'informe qu'il faut que je parle très fort dans le micro. Et puis vous remercier, vous, Sandra Hüller, pour votre présence. Et puis voilà, j'ai pas d'autre mot à dire que bravo pour cette présentation extraordinaire. Je disais en présentation au public ici que j'ai déjà vu le film 5 fois. Et que je suis chaque fois assez subjugué à la fois par le film et puis par votre interprétation. Je me permets de vous présenter rapidement Sandra Hüller, vous êtes comédienne. On vous connaît ici en France, surtout depuis la sortie en 2016 de Tony Herman de Marina 2. On vous a vu depuis dans les films de Justine Triet, évidemment, Anatomie d'une chute cette année présenté et ayant la Palme d'Or au même édition du Festival de Cannes que la Zone Montreuil, puis Christian Friedel. On vous a découvert dans Le Ruban Blanc de Michael Haneke en 2009. Vous avez vu depuis dans de nombreux films et séries comme Michael Vernon. Alors, une première question peut-être la plus simple, la plus évidente. Vous demandez comment avez-vous été approché pour ce projet. Peut-être la question la plus importante, qu'est-ce que vous en saviez, vu que le projet a quelque chose de relativement particulier et même pour les spectateurs d'assez secret depuis un certain temps. Et puis, dernière question de ma question, est-ce que vous avez eu peur en étant approché, en ayant ces rôles à jouer? Yeah. If I was afraid to, frightened to yes, yes, I was. It's never been a dream of mine to portray, to be a part of this sort of narrative. It's something that I really don't want to have in my life. And I think it also had to do with the representations that I had seen before of people who had this mindset, who were fascists. That was really something that I didn't want to be involved with. And the more we talked about it, we felt, or I felt that Jonathan has the same question like me, or the same doubts about this topic. And so all the conversations we had were more about the question how not to portray these people, because we didn't want to make a biographical research about these persons, but more about the phenomenon of looking away and to ignore the things that are actually happening. How is it possible to live that way, that these people are living? And this question was so interesting to me, yeah, that I wanted to be a part of it. I didn't know that Budapest was the commandant of Auschwitz, but I didn't know that he lives with his family so close to the camp, and they built their own created paradise there. I didn't know this fact. And when I met Jonathan for the first time in the pub in London, he shares with me his vision, and I grew up with his work, and I wanted to be a part of his work one time, and then there was a chance, and I had to play Nazi, and
but it makes sense what he was searching for. It makes sense for me to change the perspective and to tell a story about an example of thousands of people arranged with this brutal fascism system. And yeah, I was curious, and then he shares his thoughts how he did this to create it, to shoot it with a multi-camera system, like Big Brother in the Nazi halls, and I think this was really interesting for me, and I was curious to be a part of this. And then I heard that Sandra is playing the wife, and it's the second gift. So then I was in. Christian, vous venez d'aborder le dispositif de filmage, le dispositif formel. On peut peut-être y revenir plus précisément parce que peut-être que les spectateurs ne sont pas au courant. Si j'ai bien compris, vous me direz si je me trompe, je crois avoir compris que le film avait été tourné, donc, comme vous l'avez dit, dans un dispositif de multiples caméras. Jonathan Glazer parle de 10 caméras dans certaines de vos rencontres, et donc avec des caméras qui étaient à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur, et toute l'équipe qui se situait à l'extérieur de la maison, ce qui vous permettait de tourner des scènes simultanément dans un temps presque direct avec de très longues prises, donner ce sentiment, comme Jonathan Glazer dit, de Big Brother dans une maison nazie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette façon de travailler, qui j'imagine est assez singulière, en quoi ça a influé sur votre travail et votre façon de tourner tout simplement? Yeah, how can we explain it? For us, it became so usual, and both of us were dreaming of doing every movie in that way, not necessarily with this topic, but you know, all the things that Jonathan always said, that we leave out all the things that we don't like necessarily about filmmaking, all the interruptions, the waiting, the glamorization sometimes of the people, fixing the maquillage and the light, all the things that you have to do before you can shoot a take. Also, and normally when the camera turns around to your partner, you lose a certain amount of tension. Not all of it, of course, we still, of course, work with each other, but in the way that we shot, this never happened because the cameras were running all the time, sometimes 45 minutes, and we didn't change the angle, or we didn't know where the angle was exactly. We just knew there were cameras somewhere. Sometimes we saw them, sometimes we didn't. There were 60 microphones in this house, 10 cameras, 5 focus pullers in the basement. So we were basically alone with these characters and with the history, and also with our heritage as Germans in this situation. So I think this way of working added something to it that you could never have achieved with a normal way of filming, where you also, the interruptions make you feel safe and always make you come back to yourself, and you can have a little break. We didn't necessarily have that. So it added something very, that I still cannot describe what it is. So that is basically the thing. Jonathan invites us to search for the truth in the scenes, and I remember that we had a lot of conversations before the shooting, and for me it was the most important thing for preparation. And one time we talked about Tarkovsky's movies and about time, how important is time. Maybe sometimes you need time to get into a special mood or something. And this multi-camera system allows us to have all the time in the world. And what Sandra said, there were no technical interruptions, and we started every day without rehearsals. Immediately the set was prepared. And then we started with our first impulse, and sometimes there was someone who was yelling cut, and sometimes not. And then we had to decide for ourselves what we are doing now. And then we decided, okay, I do it again, or I do a variation, or we were searching for every time for variations. And this freedom, and what Sandra said, with the tension, everyone were sitting in the same boat. That was really amazing. I think it was a luxury
luxury situation. And sometimes we use improvisations to get into the right tone or rhythm for a scene. And even the kids, that was amazing, in the first shooting days, they use modern words in improvisations, but then later they were, yeah, in the mood for the right historical tone. Maybe I couldn't say that, maybe it's, but it was really fascinating how the kids were working with the situation. And I think the time was the luxury thing, and not to thinking about technical things. So I think this was maybe important to get into the right mood. J'allais vous poser une question justement sur les improvisations, mais vous y avez déjà un peu répondu. Il y a quelque chose qui est très frappant dans la façon dont le film est filmé. Au-delà de ce dispositif en multicaméra, la caméra semble toujours assez loin de vous, c'est à une certaine distance. Et il me semble que la question de la distance, d'une manière générale, si on essaie un peu d'élargir la réflexion sur le film, est peut-être la question principale. Quelle est la bonne distance que le cinéaste peut avoir, à la fois avec ses personnages, mais aussi dans la représentation d'un crime contre l'humanité, la bonne représentation éthique, quelle serait la bonne distance. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les interventions de Jonathan Glazer. Il parle beaucoup du verbe to move, en anglais, qui a deux sens, puisqu'il est à la fois c'est à la fois l'idée de l'émotion et aussi l'idée de se mouvoir, tout simplement de bouger. Et il dit qu'il ne voulait pas s'interroger sur les émotions de ses personnages, il ne voulait pas chercher à émouvoir avec ses personnages, par contre il voulait vraiment voir chacun de leurs faits et gestes. Est-ce que cette concentration sur les gestes, sur la quotidienneté, vous a aidé à trouver vous-même la bonne distance par rapport à ces personnages que j'imagine si difficile à interpréter? I think we work very differently from each other, though close together, but everybody has had their own approach. But for me, the gestures, I mean, they were not precise in a way that he said use this gesture or something, but for me, it was very important to just work with the body. I didn't find any connection to the inside of this person, and I didn't want to, I refused to connect with that woman. Which is new for me because it's not an impulse that you have as an actor. Normally you want to be very close to your character and you love them and you defend them, which is something that was impossible in this case. So and I was struggling with this question, of course. If is that still acting if you don't connect with your character? What is it then? And is it like the old method that everybody taught us, that you have to love everybody? What is the other way? And to me, it was very exciting to see there is another way. You can just act with your body. You don't, and with your mind, of course, but not with your heart. And it was a very new experience. And I think what he shows about the friends, I think there were, of course, friends that were closer, but he didn't choose them in the editing because I'm pretty sure that there were close-ups or something intended. But he never knew where we were moving, so they couldn't be precise. But I think what he wanted to do, as you said, he didn't want to influence the audience with any sort of manipulative framing, with any cadre that could tell you you should feel this and that for the person. No, he just wanted to observe. And also, I had the feeling that I'm observing too while playing. I'm observing what is going on inside of me and inside of Christian and all our great partners that we had there. So it was a constant surveillance inside and out, which was very interesting and, of course, intense. I think it's a great question with the distance, because we observe the characters and are following the characters in a conventional way. And this observing thing, it allows us, or I was searching for a distance too, but sometimes it was not possible. Jonathan said to me, keep this darkness, keep this picture in your mind, but don't show it. That we can never read this character. This is really important. And I was searching for how can I create this, because what Sandra said, sometimes you have to combine it or with an emotion or something sometimes. So, and it was really a challenge. But it was great to know that what we are saying there, the dialogues, the lines, are not so important. Not important lines. It's not Shakespeare or something.
it's more important what you don't see, what you feel and what you hear. And I think maybe the main character of this movie is this incredible sound design. Yeah, but for an actor it was a challenge, and sometimes I connect this man with sometimes with my emotional archive in special scenes, because it needs some emotions. So, but yeah, it was after that I was really confused. What was this work and what it means to me and what happened with me after this shooting process, and it cost me a lot to shape this character out of my body. And then because sometimes the situations were not so complex or so difficult to play, but the area that we shot very close to the original camp, we were 3 months in Auschwitz. The subject matter, the pictures in my mind, to know what he's working for, that was really interesting, what my body tells sometimes to me. So, and it was a challenge to create something invisible and then, on the other hand, visible. Vous avez parlé du travail du son, qui est évidemment une des parties les plus importantes du film. Jonathan Glazer dit que dans la zone d'intérêt, il y a 2 films. Il y a le film qu'on voit et le film qu'on entend. Alors c'est intéressant pour les spectateurs, le scénario est disponible en ligne depuis quelques jours. Et on peut voir que ces sons à l'écrit sont déjà extrêmement présents. Mais j'imagine que vous aviez conscience de cette matière sonore très importante. D'ailleurs, j'en profite pour citer le nom de Johnny Byrne, le superviseur du son, et celui de la compositrice Michael Levy, dont un travail vraiment extraordinaire. Au-delà de cette conscience, comment vous pouviez prendre acte de cette matière sonore au sein même du tournage? J'imagine que les sons n'étaient pas là, ce sont des sons de post-production. Est-ce que c'est quelque chose qui tout de même influençait votre jeu, comme vous l'avez vu dans le script, ou justement pas du tout, c'était comme une zone absente que, comme les personnages, vous n'entendiez pas. Les personnages vous refusent d'entendre, évidemment. Jonathan was very transparent from the beginning, and what you said in the script, there are some things about sound design. We know from the beginning that there will be a sound design, but we shot the movie in complete silence. So, and I think that was smart because it helps us with our behavior to show. If you watch the movie in the end, then you see the contrast between the behavior and what you hear, and how can they live with these sounds, with these smells. And I think this is really important, that you feel that they were masters of self-deception. They ignore the atrocities. They compartmentalize the things surround them. And I think that was helpful. We know that there will be sounds follow, but we were here completely alone and without noises. And I think that was really helpful for this immense contrast. Il y a quelque chose qui m'a aussi marqué dans les propos de Jonathan Glazer, toujours sur cette question de distance. Il dit qu'il a voulu éviter cette safe distance, cette distance de sécurité qu'implique souvent le film historique, qui nous met dans notre position très confortable du présent face à l'horreur du passé. Et qu'il a voulu réaliser un film au présent, et notamment que cette impulsion lui a été donnée par la visite du camp qui est devenu un site mémoriel. Et avant même qu'ils se soient intéressés au livre de Martin Amis, il disait que c'était cette visite qui avait été très importante. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré, cette notion de film au présent et cette place, puisque je sais que vous avez tourné très proche des lieux réels, cette place au présent dans ces lieux, avec cette trace de la mémoire? Yes, you know, when you talk about the noises, it's the same thing. Even though we didn't hear them, they were present all the time. The history of this place was present all the time. The atrocities, the history of our ancestors, families, were present all the time. There was not a single second where either one of us forgot about this. So
it definitely played a role. The choice of the place, that was very important, and also to try to ignore it, because as a person you can't. I'm constantly aware of where I am, what I do, of the guilt, of all these things, but as a character not. And this tension between these two realities was very, very important. So yeah, I think that was a. I can't remember if he said that he wanted to make a film from today, not a historical film in that sense. Maybe you remember, but I don't remember that he said it before. I think he said it after. But that was actually what was taking place. For example, normally when you have costumes, they are out of some place where a lot of these costumes are, and you get them and you can wear them. They were all made new. Everything was new. The house was new. The costumes were new. Even the things, the tools that people use in the garden were new. The garden was completely new grown. It took 3 months to grow this garden. There were vegetables in it that you could actually eat. So everything was really there in the present time. And I remember a discussion of Chris Oddy with some people of the staff, where he had such a wheelbarrow that was in the garden, and somebody from the staff said, yeah, but we have to age it, it's new. And he said, yes, it's new, because it was new. And this sort of folklore, I want to say, I don't know if you can deal with this word, this sort of aging things or making them look old, keeps things away from us, because we think it was then, it's long ago. But when you make it new, when everything is new, and then of course it gets closer in a way. Yeah. Like a fairy tale. When you age things, it really seems like you are in another environment. Oui, parce que quand on vieillit, les accessoires, les objets, on passe plutôt dans le registre du conte. Just want to add that I remember that Jonathan said it's not a movie, not only a movie about the Holocaust, about this huge, incredible, horrible crime, and it's a movie about us, and it's a mirror, and we see us in a way. So I think what Sandra said, it's great, because you cannot have the distance to say this could not be new. No, you have sometimes. I was shocked when I saw the movie for the first time, the second time. Then I realized this could be me. So in this situation, and this reminds us that these darkness of these persons exist in all of us. It's not if we are gay or straight or black or white or which religion we have. There's a darkness in all of us. He said to me, there are two wolves inside of us, a good wolf and a bad wolf, and which wolf we feed the most, then this wolf will dominate us. And I think this is meaning for everyone. And he said in the last interview, I read this great sentence, it's a warning. So, and I think we live in very difficult political times, and we have to be aware what's inside of us and what could we follow. And the decisions we make defines us, and I think this is so important that it felt it could be a movie in the present days, and this is chilling. Toujours pas de questions en public. S'il y a des questions. Bonsoir, d'abord bravo, le film est extraordinaire. J'avais une question. Moi, j'ai pas tout à fait bien compris le passage en noir et blanc, enfin, travailler avec la petite fille. Voilà, donc c'était juste pour avoir une explication sur cette petite fille qui sort la nuit. Voilà. I think it's the story with the girl with the apples is a story that Jonathan was told by a woman who did this. He met her before the shooting, and they had several conversations. And she unfortunately died before the film was finished, if I recall it right. So I think
of course he wanted to show that everybody was participating in this, but to be really honest, franchement, I really don't want to explain it. I think it is something that everybody decodes for themselves. Yeah, but I think it's a true story, that's all I know. There's another aspect, because we are filming the whole film is without electrical light or additional light. We only filmed with natural light, and then there were scenes written in the night, and then John was thinking, how can we film it without electrical light? And then I think that was the idea to use the thermal camera too, because it allows us to see the warmthness of people, of human beings, or see the night in a different light. So, and this thermal camera is really expensive camera used in the army, and it was really an experimental thing. And what Sandra said is there are a lot of meanings, and we talk sometimes about even other aspects in the script. We talked about the different interpretations, but especially this story is a really methodical story, and maybe someone sees hope, someone sees a different thing. So, but it was also a practical thing. Si je peux ajouter un petit mot sur ces scènes, je sais que la première fois que je voyais le film, ces scènes avaient une dimension un peu onirique, notamment parce qu'elles sont accompagnées du récit de Hansel et Gretel. Et en fait, elles ne peuvent pas être des scènes rêvées. C'est bien ce que je disais, c'est vrai, puisqu'on voit en fait précédemment la scène des pommes dans le champ. En fait, il y a quelque chose de très concret. Le visage de la caméra n'est pas quelque chose de rêvé, il y a quelque chose de concret par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public, sinon j'en ai encore, évidemment. Non. Alors, pour revenir à des choses peut-être plus prosaïques, Jonathan Glazer dit ne pas parler allemand du tout. Enfin, en tout cas, il a essayé, il a eu beaucoup de mal. Il raconte notamment dans certains entretiens une certaine panique au moment de faire les essais. Il se demandait pourquoi il faisait quelque chose pareil, parce qu'il avait vraiment du mal à apprendre l'allemand. Très simplement, est-ce que cette barrière de la langue a été quelque chose de particulier dans le processus de travail? Et plus largement, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ce qu'il dit. Il disait qu'il avait fini par accepter que lui-même ne verrait jamais le film comme un spectateur allemand, sachant qu'il ne parle pas l'allemand. Du coup, vous avez déjà rapidement abordé ça, Christiane. Votre réaction au film, j'aurais voulu savoir en plus, à la suite de la question, quelle a été votre réaction de pur spectateur, même si j'imagine que c'est impossible d'être spectateur neutre, mais comment avez-vous réagi tout simplement au film? Deux questions, oui. Voilà, il y a deux questions, pardon. I always have to make sure that I don't lose track. Okay. No, the language barrier was not a problem. He was directing us in English. He had a translator who was telling him, his name is Lukas Weigenfeld, also a director himself, an Austrian director. He constantly translated what we said, and I mean, the microphones were open like all the time, even when we were in the bathroom, so he knew everything we were talking about. And I think some of the things that we're talking privately, he also used in the film. I don't remember what it was, but he used everything. So he was constant. You have to imagine this situation. We were in the house, they were in another house, and they had 10 monitors with the 10 cameras running back and forth, with this man next to him telling him what we are saying, actually. And yeah, I think for him it must have been really difficult, but I think he chose it, so he has to deal with it. I don't feel sorry. It was his decision. So that is the one thing. But I never felt it was difficult. I trusted him more than 100% in his judgment of what we do and his understanding of what we do. And if we didn't catch something, he would also ask us, or even later, he would ask us what we said when it was not really, when you couldn't hear it properly. And when we saw the film for the first time, it was the two of us. Luckily, they made it possible that we could see it in the cinema with the dog.
because it's my dog, and sitting between us. Her first and last time at the movies. I don't know if this is a good film for her, but so we were very curious in the first place, and I think there was not so much an emotional reaction from both of us. It was more that you realize what has happened actually and what choices were made when we were gone from set. For example, it was interesting to me personally that he took away every emotional peak of the scene. You know, he knows a bit about actors, so he knows that we want to play something. So he wrote, in every scene he wrote something special that would happen, like a simple, a small narrative or a development or anything, and all that was cut out in the film, so that the everyday life of them would be as simple and boring as possible. But for us as actors, he made it interesting, which I find an interesting choice that he made. And also that Rudolf versus, he cuts back to Rudolf as after we have been in the memorial is something that he chose in the editing that was not in the script and we didn't know about it. So there were a lot of surprises that we saw, and we looked at each other and we were really, I can't even say it. We were speechless in the first place, yeah. Just one sentence. Jonathan doesn't speak German, but he understands the language and he understands the emotions. Or that was really interesting, and we trusted him a lot. And he said, "Art is a universal language, and we all understand it without speaking any language." And I think this is a great sentence for communication. And maybe we have to think about it. Oui, Jonathan Glazer, en fait, ne parle pas allemand, mais il comprenait la langue et il comprend ce que l'on fait passer en fait, comme émotion à travers le langage. Et il disait que l'art est un langage universel. Et je trouve que c'est intéressant, et ça fait réfléchir sur justement la communication, sur le message, sur ce qu'on communique. Je pense que c'est une très belle dernière réponse. Merci infiniment pour toutes ces réponses qui étaient vraiment... Merci encore. Et donc ce film très important sort le 31 janvier. On peut peut-être le préciser. Je pense que tout le monde doit aller le voir. Merci beaucoup. Bravo, merci pour et bravo à Anaïs aussi. Rendez-vous pour la sortie et bon retour.